l'ambiance, le stress, etc., etc., etc. L'économie, c'est ça. L'économie, c'est ça. Juste pour que vous compreniez. Quelqu'un m'a demandé un jour, oui, mais pourquoi les capitaux vont plus en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun? Et je lui ai expliqué que en économie, il y a deux critères subjectifs dans la finance qu'on appelle moral hazards et harvest selection. Moral hazards, harvest selection. Moral hazards, harvest selection. Hein, je peux même écrire ça là, pour que les gens lisent. Moral hazard et harvest selection. C'est très important. Oh, attendez. Harvest selection. Voilà. Moral hazard, harvest selection. Voilà, Romuald. Moral hazard, harvest selection. Merci, Romuald. Merci. Tu avais écrit ça, je n'ai même pas vu. C'est important. Les gens vont comprendre. Ça n'a rien à voir avec les technical analyses, les analyses techniques qu'on pond dans les banques. Mais ça influence l'économie. C'est-à-dire que c'est deux concepts qui, d'un côté, vous disent, c'est le stress. Le stress que peut avoir un investisseur lorsque l'investisseur veut aller investir dans un pays, ou par exemple un banquier qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire, il lève par exemple à la bourse de Paris pour 2 milliards d'euros en 2 milliards d'euros économie de l'information, effectivement, Romuald. Il lève pour 2 milliards d'euros, il arrive à Abidjan, il dit, bon, je vais mettre mon argent à la disposition, j'ai levé ça à Paris à 3%, je vais prêter ça en Côte d'Ivoire à 12% pour que les PME puissent s'équiper, acheter les machines performantes, construire des bâtiments industriels et avoir une transformation qui est meilleure, avec une meilleure qualité de produit, conquérir des parts de marché en Afrique de l'Ouest et me repayer. Et il va se passer quelque chose qui va le faire douter. Il va dire, oh non, non, vraiment, il y a une information que je n'ai pas, je doute. Vous allez comprendre où je vais en venir. Ça a un lieu avec la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, quand le président Ouattara était venu ici en 2014, nous on lui a parlé les yeux dans les yeux. Comme ça. Mais je ne peux pas donner le contenu. Mais ça tournait à peu près autour de ça. Si tu ne fais pas la réconciliation, voilà où tu seras bloqué. Parce que l'investisseur qui va venir aura le moral hazard ou le harvest selection. Et d'un côté aussi, l'agent national ivoirien qui est allé faire des affaires, peut-être il s'est levé en Côte d'Ivoire, il a produit des oignons. Il est allé vendre ses oignons, je ne sais pas moi, au Sénégal, où on consomme beaucoup d'oignons dans le Tchèque, etc., etc., etc. Il a vendu ses oignons, il a eu 150 millions de francs. Les 150 millions, il hésite à les déposer à la banque, donc de les injecter dans le circuit économique. Peut-être qu'il va les enterrer quelque part au village. C'est la thésaurisation. Ça bloque l'économie. Et pourquoi il hésite? Parce qu'il se dit, ah, il y a eu match aller, peut-être qu'il y aura match retour. Voilà. Moral hazard avec selection. Dans un côté, celui qui a les capitaux pour injecter dans l'économie, il est stressé, il a peur parce qu'il se dit, je n'ai pas toutes les données sur ce qui peut se passer dans 5, dans 10 ans. D'un autre côté, celui qui veut, donc il ne peut pas prêter à celui qui a besoin d'argent. D'un autre côté, celui qui a besoin d'argent ou qui a de l'argent pour déposer chez le banquier, il dit, ah, si je dépose mon argent, si se passe quelque chose et qu'on met la main sur mon argent là, on casse peut-être la banque, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il a peur. Moral hazard avec sélection. Quand vous appliquez ce principe, qui n'est pas un principe objectif, mais subjectif à la Côte d'Ivoire, c'est que tant que la Côte d'Ivoire n'avait pas réglé la question de la réconciliation, les opérateurs économiques auraient continué à expérimenter le moral hazard et le harvest selection. Ça veut dire qu'à partir du moment où, et nous on avait dit au président, il faut faire rentrer Laurent Gbagbo. Après que la Cour pénale ait dit son verdict, il rentre chez lui avec tous les honneurs, avec l'accueil qu'il faut.
avec tout l'accueil qu'il faut. Donc, qui rentre chez lui vraiment bref, avec les honneurs dus à son rang. Et comment on appelle les Blé Goudé, les Simone Babo, bref, tout ça, les exilés, tout ça. Bon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est rentré, on a dit voilà, quand il est rentré là, il faut rapidement qu'il y ait une rencontre entre les deux leaders, les trois leaders, et que ça se voit rapidement. Ça permet de tuer le moral hazard avec sélection. Ça veut dire que ça élimine le stress. Et je peux vous garantir que la plupart des blocages techniques dans les dossiers techniques et dans les banques, dans les consortiums financiers, pourquoi on ne donne pas l'argent, c'est souvent le moral hazard et la veille sélection. C'est pour ça que vous voyez, quand un pays veut bloquer un autre, il dit ah, je l'ai mis sur liste rouge. Rapidement, moral hazard avec sélection, les gens disent ah, vraiment, on prend des positions, on attend, on voit ce qui va se passer et c'est à ce moment qu'on va commencer à travailler. Or, quand vous débloquez ça, je dis ça pour que les gens ne pensent pas que tout est une affaire technique. Les Ivoiriens ont commencé par une crise, mais ils ont su créer les conditions pour sortir de cette crise-là. Un peu le verdict, la Cour pénale, faire entrer Laurent Gbagbo, le réhabiliter avec tout son entourage, petit à petit, progressivement, pour éliminer le moral. Sinon, les gens vont dire vraiment, tel que c'est parti là en Côte d'Ivoire, il paraît que ça peut bouger encore. On va attendre encore un peu. On va attendre, ça peut attendre 5 ans, 10 ans, alors qu'on a besoin que l'argent entre pour financer les investissements. Quand ils ont réglé la crise a permis de commencer à débloquer les guichets internationaux chez les bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux. Ça a permis de commencer à débloquer les financements privés, l'argent qui commence à arriver, etc., etc., etc. Et les projets commencent à se mettre en place en Côte d'Ivoire. Ça, c'était important. C'était important de le dire. C'était important. Qui est quelque chose que vous ne retrouvez pas, par exemple, au Cameroun, où malheureusement, autour du président, ce ne sont que des faucons. Les Atangandi, je ne vais pas les citer tous, mais tous les Camerounais les connaissent. Dès qu'il y a un problème quelque part, on envoie l'armée, on fait rage. Des images se déversent sur la toile. Vous voyez des choses, etc. Amman fait opération où on ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore la version officielle, 30 morts. Silence radio. Personne ne dit rien. Le gouvernement ne dit rien. Les bandeurs armés amazoniens ne disent rien, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Les gens sont morts. Mais ça crée chez tous les hommes d'affaires, tous les détenteurs de capitaux, tous les financiers, ce qu'on appelle du moral hazard avec les choses. Comment dire, ah, vraiment, l'environnement n'est pas bon. On n'est pas sûr qu'on a toute l'information. D'ailleurs, le gouvernement ne communique pas. Les associations ne communiquent plus puisque tout le monde a mangé, etc., etc. Donc, on est dans une situation où on a peur, on est stressé pour le Grand Nord, on est stressé pour la zone anglophone, on est stressé pour l'Est. L'économie se concentre à Douala, à Yaoundé, avec la floraison de problèmes que cela peut connaître. Ça, c'est important. Là, c'est comme ça qu'on raisonne quand on est sur la table pour travailler ici. Et les Ivoiriens, en ayant éliminé à travers, je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que ce qu'ils ont fait a permis d'enlever le moral hazard et avec sélection sur les enjeux économiques. À partir du moment où ça débloque l'économie, vous avez vu la conséquence sur le terrain. La conséquence sur le terrain, c'est que, voilà, vous voyez un Camerounais qui quitte au Cameroun, boum, pour aller en Côte d'Ivoire, il traverse avec l'avion le Nigeria, il traverse le Togo, le Bénin, le Ghana, boum, il atterrit loin à Abidjan pour aller installer son projet. C'est parce qu'on a réussi à éliminer le moral hazard, on a éliminé la belle sélection. C'est important. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils me posent la question, je vais réexpliquer encore. Mais je crois que j'ai donné à peu près les éléments pour que les gens puissent comprendre. Donc ça, c'est important. La conséquence de ça, c'est que vous avez vu des investissements arriver. Deuxième chose, quand vous regardez le budget du Cameroun, vous regardez le budget que le Cameroun confectionne. J'avais déjà parlé de ça en 2021, pour le budget qui devait s'appliquer en 2022. Je n'ai pas eu le temps parce que très busy en 2022 pour parler de ce qui allait se passer en 2023, donc l'année-ci, l'année en cours. Mais je vous rassure que cette année, on fera un budget, un direct
de la même tranche avec Excel et PowerPoint pour vous montrer la différence parce que l'écart est vraiment important. L'écart est vraiment important. La Côte d'Ivoire va chercher en recettes propres aujourd'hui aux alentours de 8 000, 8 500 milliards, quand le Cameroun a 3 500 milliards. L'écart est trop important. Première chose. Deuxième chose, quand vous regardez le budget, comme j'ai dit dans le direct précédent, vous regardez au moins trois choses. La dette, le paiement de la dette, au niveau des ressources, la dette, comment est-ce que ça irrigue le budget? On emprunte pourquoi? Quand vous regardez le budget ivoirien, on emprunte essentiellement pour les projets d'investissement public. Au Cameroun, on emprunte pour pouvoir combler le déficit budgétaire. Ça veut dire pour financer le fonctionnement et colmater les petites brèches, qui n'impactent pas l'économie parce que ça devient un budget de consommation. D'ailleurs, au Cameroun, on dit, vous entendez bien à la radio, le budget a été consommé à 50%, le budget a été consommé à 60%, le budget a été consommé. Donc, c'est un budget de consommation. Mais on ne vous dit pas que le budget a impacté l'économie à hauteur de temps. Le budget a généré tel investissement. J'ai pris un exemple. Quand vous faites un budget, allez regarder le budget de la Côte d'Ivoire, mais je vous promets un budget, un direct dessus en janvier. On va faire un direct dessus et les gens vont bien comprendre. Quand la loi de finances sera votée au Cameroun, la loi de finances sera votée en Côte d'Ivoire. Je ferai un direct, je vais vous montrer beaucoup de choses. Quand vous regardez le budget que les Ivoiriens confectionnent, hein, avec le ministère du budget, vous voyez bien les recettes propres, comment est-ce que ça sort. Donc, vous pouvez même prélever d'une année à l'autre et voir comment les recettes sortent. D'où les recettes sortent. Là où ça a progressé, les différents postes de recettes. Parce que certainement, ils ont modernisé leur trésor. Ils ont mis en place la gestion électrique des données. Ah, les Ivoiriens ont déjà voté leur loi de finances? Non, non, pas encore. Je ne crois pas. On est encore en novembre. Les Ivoiriens n'ont pas encore voté la loi de finances. Mais en tous les cas de cause, quand ils vont voter et que le Cameroun va voter, je vais faire un direct dessus. Quand vous regardez, vous voyez les recettes propres de la Côte d'Ivoire, comment ça sort. Vous pouvez identifier nettement, on veut voir au moins deux choses dans un budget. Operating budget, capital expenditure budget. Deux choses. L'operating budget, c'est le budget de fonctionnement. Il y a d'abord le remboursement de la dette. Il y a le budget de fonctionnement, donc ce qu'on utilise pour rembourser le service de la dette. Quand vous allez dans la loi de finances en Côte d'Ivoire, vous voyez le disbursement, comme on dit en anglais, le disbursement. Comment est-ce qu'on repaye la dette et à qui on paye la dette dans le moindre détail. Quand vous allez dans celui d'un pays comme le Sénégal, vous voyez un update tous les trimestres où on dit le repaiement qu'on avait budgétisé là, ça a été réalisé à 96%, ça a été réalisé à 108%, ça a été réalisé à 77%, ça a été, vous voyez la progression tous les mois et tous les trimestres, vous voyez la progression de l'exécution du budget. Vous ne voyez pas ça au Cameroun. On vient vous donner un chiffre en banque et puis c'est fini comme ça. Rendez-vous l'année prochaine. Quand les députés osent, comme les Ninche osent poser la question à Motazé, il met les mains dans les poches, il regarde Ninche comme si c'était le caca et il lui parle comme si c'était vraiment, Ninche sort de là, vraiment. Quand Ninche veut même s'amuser, on lui coupe le micro. Ce n'est pas le cas. Vous voyez ça. Là, le debt disbursement, comment on paye la dette. Vous voyez comment on paye la dette. Vous voyez le remboursement de la, comment on dit ça, de la dette intérieure et extérieure. Vous voyez, ils vous donnent les trucs en disant, dans notre loi de finances, nous nous arrangeons à payer les fournisseurs à 80 jours. Au Cameroun, les fournisseurs, c'est peut-être. Vous voyez les instruments de la dette qui s'utilisent sur le marché d'Abidjan. Par exemple, quand l'État ivoirien dit « je vais m'arranger à payer les gens à 80-90 jours », il lève ce qu'on appelle ici les T-bills. Ça veut dire qu'ils émettent des notes sur le marché d'Abidjan là, à très court terme, 6 mois. Si, par exemple, on n'a pas assez de trésorerie pour boucler le paiement de toutes les factures de l'État, on lève des trucs à 6 000, on lève à 6 mois et on repaye. Donc, vous voyez bien la gestion de la trésorerie, l'ingénierie financière qui est mise en place. Ça se décline. Vous voyez ça avec l'aide d'un technicien, mais ça se décline dans le budget. Vous ne voyez pas ça dans l'État du Cameroun.
Le Cameroun vous prend un budget en disant, bon, enveloppe globale, bon, maman, argent par ministère, tant. Donc, c'est un budget de consommation. C'est-à-dire que chaque ministre qui est assis là, c'est que bon, j'aurai 60 milliards et je vais gérer ça à ma guise. Je vais fractionner les marchés à 4, ce qu'on appelle les 4-9, ça veut dire que 4 900 000. Et comme ça, il n'y aura même pas de contrôle et il distribue les marchés à qui il veut, ses copines, ses maîtresses. C'est un désordre. Dans la loi de finances seulement entre les deux pays, vous donne assez d'indications quand vous regardez avec l'œil d'un technicien. Vous voyez le debt disbursement, payment, comment on repaye la dette. Quand vous analysez le repaiement de la dette, ce serait très long pour moi d'aller ici dans les détails, mais on le fera, comme je vous ai dit, on fera un direct en fin d'année. Ça va durer 4 heures et après on va découper ça en... On va poster les 4 heures de direct, mais après on va redécouper ça en 20 minutes pour poster sur nos murs pour que les gens voient beaucoup de choses. Vous voyez ça. Vous voyez ce qu'on appelle maintenant le budget de fonctionnement. Vous voyez ce qu'on dit, ce qu'on a cessé de dire. La vitalité de nos économies se trouve dans les collectivités locales. Les Ivoiriens ont fait un grand effort en accélérant la décentralisation, donc, et commençant à transférer les ressources vers les collectivités locales. C'est le reproche d'ailleurs qu'on fait à l'économie de la Côte d'Ivoire. On dit qu'elle est concentrée essentiellement à Abidjan. Et que si quelqu'un prend Abidjan, il a décapité la Côte d'Ivoire. Bon, ils ont commencé à faire un travail qui consiste à envoyer les ressources. Donc, quand vous prenez le budget là, vous voyez dotation de 100 millions pour la rénovation de tel hôpital, dotation de ceci pour l'équipement de telle école. Donc, tout ça est dans la loi des finances, détaillé en annexe. La loi de finances fait plusieurs pages. Au Cameroun, on vous dit seulement, bon, on a donné 90 milliards au ministère de l'Éducation nationale. Pour faire quoi? Ça va où? De quoi? C'est un mystère. Sur quelle base? On a débattu à l'Assemblée nationale. Le ministre, là, quand il est venu devant les députés, il leur a montré quoi? Tout ça doit figurer dans la loi des finances. En Côte d'Ivoire, vous voyez ça. En Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle Operating Capital Expenditure Budget. Voilà, 522 pages. Comme dit Romuald, 522 pages de budget en Côte d'Ivoire. 522 pages. Capital Expenditure, c'est là que c'est intéressant. Vous voyez, tous les projets d'investissement sont listés dans la loi des finances publiques. Et ça vous permet de faire les calculs. Et les calculs montrent que quand ils sont à 13 200 milliards là, ils ont à peu près 8 000 milliards de ressources propres et ils ont à peu près 5 000, disons, à peu près 5 700 milliards qui vont venir des dons, des prêts, disons, à peu près 5 000 milliards qui vont venir des prêts. Et les prêts là, ce ne seront pas tous des prêts à long terme. Il y aura des prêts à court terme, etc., pour boucler des cycles trimestriels, etc., etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans l'endettement de la Côte d'Ivoire, c'est que l'endettement de la Côte d'Ivoire, comme on dit en anglais, est collateralized. 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 Ça veut dire que l'endettement public, l'endettement de l'État va essentiellement ou en quasi-totalité dans les projets d'investissement, les routes, les ponts, les centrales solaires, les usines de production d'eau, etc., etc., etc. Autant que faire se peut, l'argent va là. Si vous allez dans leur loi de finances, vous ouvrez, vous analysez les 522 pages, comme dit Romuald, vous allez voir ça. Vous allez calculer le volume du capital expenditure et vous comparez avec le montant de l'endettement de la Côte d'Ivoire de 5 000 milliards, vous allez vous rendre compte que le capital expenditure de l'État est au-delà de 5 000 milliards. Autre chose, ce que les Ivoiriens savent faire. Voilà. Tu me devances, mais je n'ai pas, ça me fait plaisir de mettre, voilà. Ça permet aux investisseurs des bons de trésor d'avoir une vue sur la crédibilité, voilà, des bons. Voilà. On ne retrouve pas. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas ça au Cameroun, cette technicité-là. Comment? C'est-à-dire que demain, si on a un président qui remplace Paul Biya au Cameroun, la première des choses qu'il va devoir faire, c'est de nommer un vrai ministre de l'économie et des finances qui sera capable de mettre la direction du budget sur ses pieds et de sortir un vrai budget
pour l'État du Cameroun. Un budget que lorsque les compagnies d'assurance, les banques, les hommes d'affaires, les cercles d'hommes d'affaires, les chambres de commerce, etc., regardent, chacun doit pouvoir y trouver son compte.